Notre invité aujourd'hui, Vincent Held, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation pour Planète 360. On va revenir ensemble sur la sortie de votre dernier livre, Après la crise, chronique de l'émergence d'un nouvel ordre monétaire international. Un nouveau monde arrive et vous allez nous en dire un peu plus. Alors, dès le début de votre livre, vous annoncez la couleur. À l'heure actuelle, l'éclatement de la gigantesque bulle de la dette occidentale apparaît comme parfaitement inéluctable. La manière dont cette destruction de richesses vertigineuse devra être absorbée par nos systèmes financiers laisse également peu de place au doute. D'où ma première question, ne le prenez pas personnellement, mais depuis la dernière crise de 2008, j'entends le même discours chaque année, qu'une nouvelle crise financière va avoir lieu. Pourquoi le monde est-il plus menaçant aujourd'hui qu'hier ? Il y a une dizaine d'années, en 2009, donc juste après la crise des subprimes, et alors qu'on commençait à nous parler on nous expliquait que l'économie était en train de se remettre de la crise, le directeur général de McKinsey, le grand cabinet de conseil qui conseille donc des États, les grandes entreprises, expliquait qu'en fait on n'était absolument pas sorti de la crise, et que lorsque l'on sortirait de la crise, l'économie serait restructurée de manière radicale. Et accessoirement que le centre de gravité de l'économie mondiale passerait vers l'Asie. Donc en fait, j'ai découvert ça un peu, cette citation, un peu à la fin du livre, et je me suis rendu compte que ça résumait parfaitement la thèse centrale, qui est que la crise de la dette, donc crise financière qui sera une crise de la dette, va être mise à profit pour amener des changements, disons, historiques dans le fonctionnement de l'économie. Et ce sont des changements qui sont comparés par les élites économiques, disons, mondialisées, comme au Forum de Davos, par exemple, à la révolution industrielle. Et ce changement, d'ailleurs, est attribué à la montée en puissance de l'intelligence artificielle, donc qui serait l'équivalent de la machine à vapeur dans la première révolution industrielle, ou la deuxième. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc la crise financière va jouer un rôle de catalyseur pour exploiter en réalité le potentiel de ces nouvelles technologies qui, pour l'instant, semblent exister, hein, de tout ce qu'on peut voir comme information. Il y a vraiment énormément d'informations convergentes et beaucoup de prédictions quant à l'effet extrêmement important qu'aura l'intelligence artificielle sur le marché du travail, en termes de destruction carrément d'ailleurs de certains emplois qui n'existeront plus, nous explique-t-on, d'ici une dizaine d'années, comme typiquement comptable, semble-t-il. Philippe Laurent. Laurent Alexandre l'explique beaucoup mieux que moi. Mais il n'y a pas que les comptables. Un autre métier qui est, semble-t-il, très exposé, c'est tout ce qui est standardiste téléphonique. Et par exemple, on avait l'année dernière, en 2018, Google qui a dévoilé un logiciel qui s'appelle Google Duplex, et qui peut... Alors, on nous montrait des applications relativement bénignes, c'est-à-dire le logiciel qui appelle le restaurant pour réserver une table, et qui entretient une conversation avec le serveur ou la patronne du restaurant, comme si c'était une vraie personne. Là, donc la patronne ne se rendant pas compte qu'elle est en train de parler à un logiciel. Si le logiciel arrive à s'adapter à certaines contraintes qui sont définies par l'utilisateur, donc qui lui dit appelle s'il te plaît tel restaurant et réserve-moi une table pour telle heure, et s'il n'y a pas à telle heure, à une autre heure ou dans un autre restaurant,
Si le logiciel est capable de faire ça, il est aussi capable de fournir des conseils bancaires en termes d'assurance, etc. Et c'est d'ailleurs l'exemple que prend Yanis Varoufakis pour expliquer l'importance du revenu universel. Il dit, à l'avenir, l'intelligence artificielle va détruire des millions et des millions d'emplois. Et par exemple, admettons que l'intelligence artificielle soit capable de s'entretenir au téléphone avec vous, que vous appelez votre banque, et vous ne savez pas si vous avez un logiciel ou une personne à l'autre bout du fil. Et donc, il semblerait qu'on en soit arrivé à peu près là. Vous annoncez dans votre livre clairement les choses. Un nouvel ordre mondial économique et monétaire qui s'imposera à nous sans créer gare à la faveur d'une crise financière aussi violente que prévisible. On peut s'attendre réellement à quelque chose de bien pire que 2008 ? Disons que 2008, on a résolu le problème, on a colmaté les trous dans les bilans des banques en émettant de la dette. Donc, me semble-t-il, l'ordre de grandeur, donc on a colmaté, on a bouché les trous. Et si on en revient à cette vision du directeur général de McKinsey, on n'a fait que mettre la crise sous le tapis. Et peut-être un des points que je développe plus que la concurrence, vu que tu me compares aussi aux autres personnes qui prédisent la crise, c'est que j'ai décrit, me semble-t-il, de manière assez précise, le mécanisme qui permet de mettre la crise sous le tapis. Et ce sont ces fameux instruments RIPO que je vais plus rentrer là-dedans, que j'aborde donc de manière assez succincte dans l'ouvrage pour donner juste une vision d'ensemble, qui permettent donc en gros d'absorber le risque de la dette et de baisser le coût de la dette. Et donc, même si la masse de dette ne cesse de s'accroître, donc ça peut être public, privé, peu importe, le coût de la dette reste maintenu artificiellement bas. Et ça, c'est un élastique qui se tend, et à un moment, ça casse, mais ça peut casser sur une décision qui peut venir aussi, qui peut être d'ordre politique, disons. C'est un sujet qui intéresse régulièrement nos abonnés. L'économie mondiale n'a jamais été aussi endettée. C'est une bulle qui ne cesse de gonfler. Sur le podium des plus gros emprunteurs mondiaux figurent les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Europe, qui rassemblent aussi des champions de la dette, dont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et bien d'autres. Tous les pays que je viens de citer, qui ont une dette très importante, ont-ils aujourd'hui la capacité à résoudre ce problème ? On voit certains pays qui tentent de résoudre cette question avec un programme d'austérité. Disons clairement les choses, cela ne fonctionne pas. Ma question elle est simple. N'est-il pas déjà trop tard ? On cherche en permanence la solution miracle. Alors, après c'est mon avis personnel, nous sommes déjà condamnés à mort selon moi. À mort, rien que ça. Et puis le fait que les hommes politiques cherchent vraiment une solution, c'est aussi un avis assez personnel, qui font semblant de chercher des solutions. Donc condamner à mort, ça me paraît un peu excessif quand même. Mais sur le caractère irrémédiable, bon, disons déjà d'une part, il y a des dynamiques quand même d'endettement. La France, me semble-t-il, pourrait difficilement d'un coup arrêter son endettement. Et d'un autre côté, à mon avis, donc là ça n'engage que moi, il y a la volonté de casser le système pour induire un changement, une restructuration de l'économie qui, autrement, est indéfendable politiquement. C'est-à-dire que dans une crise, on s'attend typiquement à ce que les gens perdent leur travail. Et je pense que les secteurs bancaires et des assurances vont être les premiers touchés par ce phénomène. Maintenant, l'État n'est pas responsable de s'intéresser à savoir ce qui se passe dans telle ou telle entreprise. C'est-à-dire si les employés sont en train d'être remplacés par de l'intelligence artificielle, c'est typiquement pas le rôle de l'État d'aller s'enquérir de cette évolution.
Et je pense qu'elle a déjà commencé. Il y a quelques indices qui me laissent penser que certaines grosses entreprises ont déjà commencé à remplacer certaines fonctions, enfin des gens, par de l'intelligence artificielle, des entreprises qui font énormément de bénéfices et qui d'un coup se mettent à licencier des gens, on ne sait trop pourquoi. Alors dans ton livre, il y a un passage qui m'a interpellé, une déclaration assez délirante, je dois le dire, de Jérôme Powell, actuel président de la Réserve fédérale américaine. Je le cite. On dirait bien que nous sommes en train de créer une bulle sur le marché de la dette, qui causera des pertes importantes quand les taux remonteront. On pourrait presque dire que c'est là notre stratégie. En clair, si je résume sa phrase, nous sommes en train de créer la prochaine crise financière qui causera des pertes importantes. C'est là notre stratégie. Il aurait pu dire aussi c'est notre projet comme Emmanuel Macron. Bref, c'est un peu comme un jeu pour eux, comme une partie de Monopoly. Non, un jeu, je pense pas quand même. Mais ce que je constate, c'est que sur ces postes-là, les gens prennent des engagements. C'est-à-dire, ils montrent qu'ils savent, et ensuite ils sont promus. Ben Bernanke, il était surnommé Helicopter Ben. Il a été, nommé, pardon, à la Réserve fédérale après s'être engagé pour l'hélicoptère monétaire. Et l'hélicoptère monétaire étant la prochaine étape et pas le quantitative easing. Voilà, je ne vais pas entrer là-dedans, mais il a fait sa carrière là-dessus. Il a dit « je suis pour l'hélicoptère monétaire » et ensuite il est allé à la Réserve fédérale. Et ça me donne l'impression que Jérôme Powell, il dit « je comprends ce qu'on est en train de faire » et donc il va être une personne de confiance pour mener à bien l'opération. Maintenant, on peut comparer, vu que mon premier sujet c'était la Banque nationale suisse, un des principaux responsables des risques maintenant de la Banque nationale suisse, en 2011, janvier 2011, je crois, il a dit ce qu'est en train de faire la Banque nationale suisse, c'est une bombe à retardement pour l'économie suisse. Le mois suivant, il était nommé à la Banque nationale suisse et il a commencé à soutenir exactement la même politique sans se dédire. C'est-à-dire, quelques années plus tard, on lui a dit « mais c'est une bombe à retardement ». Il a dit « oui, mais il n'y a pas de solution sans risque ». Donc ça me semble procéder de la même logique. C'est-à-dire, on dit « oui, je sais ce que je suis en train de faire » et ensuite on est nommé et il ne pourra pas dire après coup « ah ben, je ne savais pas ce qui se passait ». En revanche, il me semble que ces gens-là disposent d'une immunité, comme des politiciens qui feraient de mauvaises lois tout en le sachant. Ils ne sont pas, actionnables en justice. De la même manière, les banques centrales mènent une politique monétaire et ne sont pas... en fait, en Suisse, en tout cas, ils doivent s'auto-réguler, quoi. Donc il y a une sorte d'immunité. Et peut-être une autre chose, un autre point, si on revient sur cette idée que la crise qui est en train d'être préparée, notamment par les banques centrales, qui jouent une part non négligeable, qu'elle est voulue et qu'elle va servir aussi de catalyseur pour amener un changement potentiellement radical sur le plan économique. On a aussi le président actuel de la Banque nationale suisse qui parlant du système monétaire suisse, dit « si ça n'est pas cassé, ça ne peut pas être réparé ». C'est-à-dire, on lui dit « est-ce que ça serait intéressant pour vous, cette idée, en l'occurrence d'hélicoptère monétaire », c'est le terme technique et un peu barbare pour parler d'un revenu universel distribué par les banques centrales. Donc il dit « eh ben, pour l'instant, c'est pas possible parce que le système fonctionne encore. Mais si ça venait à être cassé, eh bien, on pourrait amener ce genre de solution qui, justement, donc le revenu universel, il faut se rendre compte quand même que ça a été théorisé dans les années 80, peut-être même déjà avant. Mais en tout cas, maintenant, la grande organisation qui chapeaute la communication, voire le marketing pour le revenu universel, qui a ses entrées à Davos, à Bilderberg, etc.,
les pères fondateurs de ce mouvement disaient assez clairement dans les années 80, même si c'est très peu connu, qu'il fallait introduire le revenu universel et en même temps déréguler le marché du travail, supprimer le revenu minimum, supprimer une durée maximum de travail et supprimer un âge de la retraite, accessoirement. Donc il y a une idée de déstructurer le marché du travail à travers le revenu universel que l'on retrouve par exemple chez le Conseil national du numérique en France, qui dit voilà son horizon c'est une société où chacun sera multi-actif, indépendant, auto-entrepreneur, enfin voilà, et donc on sent une volonté d'en finir avec la notion de salariat, grosso modo, de flexibiliser, de déréguler au maximum le marché du travail. Et leur idée, c'est le revenu universel qui va faciliter. Donc il y a une sorte de tout se tient en réalité. Du coup, ça fait un peu complotiste. Mais comme dit mon co-auteur, le professeur Philippe Laurent, le revenu universel est passé d'idée à projet en réalité. Et c'est un projet qui permet de cette restructuration et qui est dépendant, en l'occurrence, de la crise financière qui permet aux banques centrales ensuite d'intervenir. Ce qui est drôle, c'est qu'on nous présente le revenu de base universel comme une mesure sociale, et c'est tout le contraire dans votre livre. Ça dépend du point de vue. Parce que par exemple, pour un Allemand, dont à ma connaissance, l'équivalent du RSA en Allemagne, en fait, il n'y a aucune garantie. Donc, en fait, c'est supervisé par l'administration du chômage et qui peut prendre des sanctions contre le travailleur qui aurait mal cherché ou fait quelque chose de pas bien. Et à ma connaissance, ce revenu peut tomber à zéro, quasiment. Ce qui fait que pour les Allemands, l'idée d'un revenu inconditionnel, ça s'appelle en fait comme ça en allemand, le revenu de base inconditionnel. Et du coup en Suisse, c'était l'initiative aussi pour un revenu de base inconditionnel. Du coup ça parle plus, donc je comprends que pour les Français en revanche ce soit moins attrayant. Maintenant c'est présenté comme une mesure sociale, évidemment que une allocation qui est distribuée de manière totalement indiscriminée, ça paraît un peu absurde, hein, déjà. Une aide, normalement, c'est ciblé pour les gens qui en ont besoin. Mais quand on comprend l'idée de l'hélicoptère monétaire, c'est-à-dire la banque centrale qui crée de la monnaie et qui la distribue directement aux gens, là, ça a du sens, parce que du coup, on supprime toute administration qui doit contrôler le processus, et donc ça devient quelque chose de assez facile à mettre en œuvre sur le plan technique. Et justement, dans l'actualité, Emmanuel Macron remet sur le tapis la possibilité d'un revenu de base d'activité d'ici 2020. Et en pleine crise des Gilets jaunes, il y a un passage dans votre livre qui m'a fait penser à la situation en France. Le point de vue d'un représentant d'une grande banque suisse. Des millions de personnes se retrouveront sans emploi. Nous devrons subvenir aux besoins de ces personnes. Sinon, les gens se rebelleront comme pendant la Révolution française, lorsqu'ils ont traîné la noblesse jusqu'à la guillotine, place de la Concorde. Voilà de quoi apaiser la colère populaire. Si j'ai bien compris, l'hélicoptère monétaire se présente comme la roue de secours pour nos dirigeants occidentaux. C'est un point de vue un peu original, celui de ce monsieur Strobeck, je crois, donc qui est néerlandais et pas suisse, même si c'est le Crédit Suisse, donc bon, bref, banque réputée suisse. Maintenant, il a développé une rhétorique pour exprimer son soutien à l'idée du revenu universel, qui de la part d'un grand financier, évidemment, peut surprendre vu la réputation, comme tu disais, sociale du revenu universel. Maintenant, ce qui m'a le plus frappé dans cette interview, c'est qu'il parlait
de l'allongement de la durée de travail, enfin du fait de repousser l'âge de la retraite, en disant qu'il était, pour sa part, tout à fait convaincu que l'on trouverait toujours du travail pour les personnes plus âgées, même si c'est à moindre coût. Et ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas, alors que c'est assez évident dans l'idée du revenu universel. C'est que ça permettrait effectivement de repousser l'âge de la retraite. Ça rendrait plus acceptable le fait de repousser l'âge de la retraite. Le tout étant de trouver précisément, comme le dit ce monsieur, des activités adaptées à des personnes plus âgées qui pourraient être de la garde d'enfants, par exemple, ou d'autres dont je n'ai pas les idées, mais apparemment, il y a des gens qui pensent à cela, donc je suppose qu'il ne faut pas s'en faire. On trouvera. Et accessoirement, si je peux ajouter, Benoît Hamon, dans sa campagne présidentielle de 2017, focalisé sur le revenu universel et donc sa taxe robot. Évidemment, il avait en tête l'intelligence artificielle, sans le dire. Donc il explique que, comme à l'avenir, les robots décimeront les emplois humains, il faudra penser à financer les retraites, soit avec une taxe robot, comme il le propose, mais qui n'adviendra, je pense jamais, vu que comment on peut délocaliser sans doute l'intelligence artificielle aussi bien, si ce n'est mieux, que des emplois humains. Soit taxe robot, soit repousser l'âge de la retraite. Il l'a proposé de manière... Et c'est passé un peu inaperçu, mais il l'a dit pourtant très clairement. Ton livre est passionnant et si tu me permets, pour conclure cet entretien, de faire un court résumé. Le monde de la finance et nos dirigeants politiques savent parfaitement qu'une crise va avoir lieu et ils ont déjà un plan pour après la crise, dans le but de créer un nouveau monde. Est-ce que j'ai bien résumé ton livre ? Bon, les dirigeants politiques qui savent parfaitement ce qui va se passer, faut pas surestimer non plus les capacités, je pense, des uns et des autres. Je sais pas à quel point la politique est vraiment déterminante dans tout cela. Je pense qu'il y a un rôle de communication, comme, enfin, c'est mon avis qui n'engage que moi, évidemment. Mais par exemple, Benoît Hamon, qui fait la promotion du revenu universel, il me semble que ça répond à une logique d'effet d'annonce, en vérité, comme quand on a eu en Suisse l'initiative pour le revenu de base inconditionnel, qui était là, en revanche, non partisane. Maintenant, au niveau de ces législations, évidemment, on voit bien qu'il y a une coordination entre le monde de la finance, le monde des affaires, le monde politique. Maintenant, est-ce que les députés qui appuient sur le bouton sont véritablement conscients et comprennent tout à fait ce qu'ils font? Dans le cas suisse, j'ai quand même d'assez gros doutes, mais néanmoins, le silence obstiné qui entoure ces évolutions quand même parfois spectaculaires, ça donne effectivement l'impression qu'on sait où on va et qu'il y a une sorte de volonté de ne pas empêcher le pire, en disant comme ça. C'est de gagner du temps, quoi. De gagner du temps, et il y a sûrement une question de... Bah oui, parce que les politiciens, une fois qu'il n'y a plus de dette, de marché de la dette, évidemment, c'est plus enfin, leur travail se complique. Et surtout, si on a pris l'argent des gens au passage, l'effort de communication, il faudra peut-être plus qu'un grand débat pour expliquer aux gens et faire passer la pilule.